Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va attendre un tout petit peu, tant que tout le monde arrive. Nous sommes 147, 149. Bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, on a essayé. Normalement, il n'y a aucun bug d'un point de vue caméra, d'un point de vue son. Vous devez nous entendre. En tout cas, on nous entend. C'est ce que nous dit, donc il n'y a pas de souci. Donc, il y a encore un petit peu de personnes parce que soit les gens se connecter, donc on attend un petit peu. On entend, mais pas d'image. Bon, le chat fonctionne bien. Très bon pour le son. Parfait. Est-ce que vous voyez le support aussi, en fait, du support? Alors, normalement, vous voyez également la première slide du webinaire d'aujourd'hui. On peut y aller tout doucement. Donc, je laisse la main. Parfait. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire TAC 120 qui est proposé par votre compagnie régionale des commissaires autistes de Paris. Donc, je me présente, Maud Baudin-Veraldi, je suis vice-présidente statutaire de la CRCC de Paris et présidente de la commission innovation de notre CRCC. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lancer un nouveau site de formation Focus qui est dédié à un thème qui prend de plus en plus d'importance dans notre profession, qui est l'informatique au service de l'audit. Donc, du côté pratique, effectivement, je vous précise que les participants se sont laissés seuls, mais par contre, vous avez bien évidemment le chat en bas à droite de votre écran et vous pouvez poser des questions sur le chat. Nous surveillons ce qui se passe. Dans le cadre de notre commission innovation, nous avons un groupe de travail qui est entièrement dédié à l'audit informatique. Et d'ailleurs, vous pouvez sur le site accéder à l'ensemble des outils qu'ils ont développés maintenant depuis quelques années et qu'ils maintiennent tout au long de ces années. Et quant à ce soir, le webinaire de ce soir, donc le premier de notre série de 4 rendez-vous CAC 120, homologables, donc chacun centré sur une thématique différente en liaison avec l'informatique au service de l'audit. Donc, si jamais vous n'avez pas encore inscrit à ces webinaires, allez-y. Donc, le mardi 27 mai, vous avez la cybersécurité au centre de la résilience des entreprises. Le 18 juin, l'intelligence artificielle générative et les professions du chiffre. Et le 24 juin, l'audit informatique en pratique. Vous avez encore trois rendez-vous assez importants. Vous pouvez vous inscrire en scannant le QR code directement aussi sur le site. En tout cas, pour ce soir, ce sont Benjamin et Jean-Laurent qui vont animer notre séance de ce soir. Donc, vraiment, vous présenter un outil qui est concret et opérationnel, qui est le guide de la performance comptable et les outils qui ont été développés dans le cadre de ce guide. Benjamin et Laurent vont vous expliquer comment un commissaire aux comptes peut proposer un diagnostic de la performance comptable à une entreprise et vous nous montrerons concrètement comment mettre en œuvre ce diagnostic sur le terrain. Donc, Benjamin et Jean-Laurent, je vais vous laisser la parole. Et pour les personnes qui sont en train de fixer le webinaire, je vous rappelle un élément, c'est que pour obtenir votre attestation CAC 120, il faut suivre l'intégralité de ce webinaire. Et donc, maintenant, et répondre aussi non, vous allez recevoir votre attestation dans un délai de 48 heures. Et donc, maintenant, Jean-Laurent et Benjamin, à vous de jouer, à vous de nous convaincre de l'intérêt de cette mission. Le challenge de la soirée. Merci. Quel beau lancement. Alors, allons-y, on va commencer. Alors, pour le rappel, pour les intervenants, normalement, c'est bon, vous devez nous entendre, il n'y a pas de sujet. Bonjour à tous et à ceux qui viennent d'arriver. Donc, pour ma part, je suis donc Benjamin Deville. Et en fait, je suis membre de la commission innovation et plus particulièrement, je suis la partie pilote du groupe de travail, donc informatique au service de l'audit
et je suis accompagné donc, de Jean-Laurent. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Jean-Laurent Enguinard, je suis également commissaire aux comptes et je suis membre de ce groupe de travail informatique au service de l'audit, piloté par notre ami Benjamin qui est là ce soir. Donc, allons-y, on a 1 heure, ça va aller vite, ça va aller même très vite, on y va. Alors, les premières slides, c'est un petit peu, c'était ce que disait Maud en fait sur la partie attestation CAC 120, donc on peut passer. De toute manière, vous aurez le support a posteriori, il n'y a pas de sujet spécifique. Le programme, en fait, il est en 2 parties. On a la partie pour rappeler un petit peu ce qu'est un diagnostic de la performance comptable, rappeler que c'est une opportunité pour vendre des missions en fait, pour le commissaire aux comptes. Et ensuite, on a des petits exemples, des mises en pratique sur la partie revue en fait, de process de la trésorerie et également, étant donné qu'on fait partie du groupe de travail de l'informatique, naturellement sur le système d'information et de gestion. D'accord ? Alors, le premier parti. Le diagnostic de la performance comptable, une opportunité pour le CAC. Là encore, on va vous présenter finalement les 2 supports qui ont été mis à disposition, en fait. Alors, comme vous le savez ou non, il y a pas d'image, pas de son. Alors, le son n'est pas très bon, écho, son étouffé. Normalement, c'est bon, c'est pas grave. Ça devrait fonctionner. Au pire des cas, vous n'hésitez pas. Alors, pour rappel, il y a 2 outils, en fait, qui sont mis en place. On a un premier guide qui est sur la performance comptable, qui donne en fait plein de petites recommandations concrètes pour optimiser en fait toute la partie process. Et en fait, il y a eu un petit focus sur 11 process un peu illustrés et clés que l'on a définis. On a essayé d'aller un peu plus dans le détail sur ces derniers. Ensuite, on a un deuxième fascicule qui est en fait le diagnostic de la performance comptable. Et ça, il est plus à destination en fait, des commissaires aux comptes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de tout simplement de construire sa mission d'audit. Donc, il va vous proposer des modèles différents, que ce soit de la lettre de mission, du dossier de travail, qui va aller jusqu'au finalement au rapport de restitution de votre mission. Pour la partie documentation, vous avez mis le petit site. Alors, sur ce site web, vous allez retrouver bien évidemment les deux fascicules, performance et diagnostic, mais vous retrouverez également tous les outils qu'on a mis en place et qu'on tient un jour au niveau de la compagnie. Alors, on se fait un petit focus sur chacun des guides, d'accord ? Le premier guide, c'est ce que je vous ai dit, où on a 11 process un peu identifiés qui sont finalement le code to cash, l'order to pay. En fait, ça descend un petit peu tous les cycles d'audit standards et qui vont jusqu'à finalement le dernier qui est tout simplement le plus important pour moi-même et pour certains d'entre nous, qui est la partie IT et système d'information de gestion. D'accord ? Et en fait, vous avez juste après la partie diagnostic. Et sur cette partie-là, le deuxième fascicule, je laisse la main à Jean-Laurent qui va définir un petit peu ce qu'il en est. Donc, au niveau de la partie diagnostic, alors on va passer un peu rapidement sur cette partie plutôt construction du guide. Donc, c'est vraiment un guide qui va être construit en 5 parties. Prise de connaissance de l'entité, ça sera la première partie de ce guide. Cette prise de connaissance, finalement, elle se construit autour de la compréhension du contexte, des attentes, la présentation du cabinet, les références, démarches proposées, le calendrier prévisionnel de mission. On va retrouver finalement tous les enjeux de la prise de connaissance de mission qui ont attrait à la mission d'audit légal. Pour ce faire, le guide vous propose une démarche qui est adaptée selon vos besoins et selon la typologie de prestations que vous voulez déployer dans l'entité, alors qu'elle soit intégrée à votre mission d'audit légal ou en complément sur une mission autre. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, vous aurez le support, les guides sont à disposition. Vous avez un calendrier qui vous est indicatif, qui vous est proposé pour communiquer finalement les grands jalons de votre intervention. Une matrice des macro-processus, donc on en revient à ces enjeux order to pay, trésorerie, cybersécurité. Ensuite, si on continue, donc l'aspect prise de connaissance avec finalement, on va rentrer dans les détails de cette première phase et des explications sur qu'est-ce qu'apporte le guide.
La deuxième partie du guide est centrée sur la lettre de mission. Donc là encore, avec des exemples qui vont vous présenter le périmètre de la lettre de mission, un exemple de lettre de mission à adapter, là encore, aux besoins spécifiques de la mission que vous cherchez à déployer. La nature et l'étendue des travaux. Et troisième partie de ce guide, un dossier de travail, une proposition de dossier de travail pour vous aiguiller finalement et vous accompagner tout au long de ces, j'ai presque pas vraiment envie de dire nouvelles missions, mais de ces missions un peu alternatives qui viennent compléter finalement et apporter un plus à l'intervention du commissaire aux comptes. Donc, ça va de la proposition de la mission au diagnostic préalable, en passant par la cartographie des process comptables visés par cette mission. Donc, ça me permet aussi de rebondir sur la question qui a été posée sur est-ce que c'est bien la formation sur la performance comptable? Oui, on est bien dans ce cadre-là. Au niveau du dossier de travail, en quatrième partie, donc, un accompagnement sur l'identification des critères et une liste non exhaustive, mais qui se veut être finalement la plus complète possible pour vous aider et vous donner les clés pour identifier les principaux KPI. Et enfin, le contrôle interne visé par les différents processus qui seront cibles. On va retomber sur les contrôles comptables de l'AFA, la compréhension du système d'information en lui-même et ses enjeux sur les différents processus qui seront visés et les mesures de performance. Donc, on revient sur cette notion de KPI, sur la capacité finalement d'identifier les principaux éléments qui doivent nourrir et qui doivent apporter quelque chose dans l'évaluation de cette performance comptable au titre de votre dossier de travail. Et enfin, un exemple de rapport qui sera construit autour du rappel de l'activité, rappel de la mission. On retrouve finalement les grands jalons, encore une fois, du rapport du commissaire aux comptes dans le cadre de la certification des comptes sociaux. Là, je ne m'étendrai pas dessus. Finalement, c'est un petit focus sur le rappel de la mission. Et je vous propose, sur cette présentation très rapide, de passer sur le cœur finalement de notre webinaire de ce soir, qui est la mise en œuvre pratique de ce guide. Alors, on va commencer par se focuser sur finalement le process trésorerie et que je vais vous présenter et qui sera suivi après par le process IT qui vous sera présenté par Benjamin. Donc, au niveau de ce process trésorerie, il faut bien isoler que, avant toute chose, il faudra délimiter le périmètre de l'intervention. Et là encore, le guide a été construit pour finalement vous proposer une espèce de menu pour intervenir dans votre mission. Donc, les principaux éléments qui ont été retenus au titre de ce guide sur ce périmètre trésorerie sont la position et la révision de la trésorerie, le contrôle des frais bancaires, les rapprochements bancaires, la gestion des financements et les tableaux de bord et la performance finalement de ce process trésorerie et son analyse par l'entreprise et finalement l'analyse qui en sera faite par l'auditeur au moment de son intervention. Donc vous allez me dire, en fonction, il va falloir adapter finalement ce périmètre en fonction de vos clients. On est bien d'accord que tout le monde ne sera pas impacté de la même manière par les différents enjeux. Ainsi, alors on retrouvera des facteurs clés, le rapprochement bancaire, la gestion des financements et les positions de trésorerie. Pour autant, toutes les entreprises ne font pas état d'un contrôle de leurs frais bancaires ou d'une mise en place spécifique de tableau de bord. C'est là que cette mission finalement d'audit de la performance comptable a quelque chose à apporter en complément à vos clients en les sensibilisant sur des typologies et des thématiques qui, pour l'heure, n'étaient pas forcément adressées dans la structuration de leur système d'information et même dans la structuration de leur activité. À ce niveau-là, il vous est proposé finalement une revue du niveau de digitalisation du process. Là encore, on accompagne finalement la tendance liée à la digitalisation globale et croissante de l'économie et aussi des systèmes d'information des différentes entreprises. Et vous est proposé finalement plusieurs étapes.
Alors, je vais y revenir. Donc, plusieurs étapes. On va retrouver finalement nos grands jalons. Donc, au niveau de la position et de la révision de la trésorerie, quels outils vont être utilisés? Est-ce que l'entreprise a un ERP? Est-ce que l'entreprise a un système spécifique de suivi de sa trésorerie, un TMS? Comment ces outils sont interfacés entre eux, dialoguent, mis à jour, exploités par les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise. Et donc là, si vous voulez, vous est présenté dans ce guide-là des éléments clés à questionner et à contrôler. Donc si on repart sur le premier focus, dans notre analyse de position et de révision de la trésorerie, est-ce que cette trésorerie est suivie en temps réel par l'entreprise ou est-ce que, pour une raison d'organisation interne, l'entreprise se positionne sur une analyse a posteriori, au mois, à la réception du relevé bancaire? Est-ce que les informations qui sont remontées sont fiables? Au niveau, pareil, même question au niveau des frais bancaires. Est-ce qu'il y a une analyse particulière qui est mise en place sur ces éléments? Concernant les rapprochements bancaires, est-ce que ces rapprochements sont automatisés? Est-ce qu'ils sont réalisés régulièrement? Est-ce qu'on a une analyse du nombre d'erreurs présents sur ces rapprochements? Comment les rapprochements bancaires sont exploités au sein du système d'information? On va retrouver la même chose au niveau des tableaux de bord. Est-ce que l'entreprise a mis en place un tableau de bord et l'exploite de manière efficace ou pas? Est-ce qu'elle a réussi à identifier et à définir les KPI les plus adaptés pour la construction de son tableau de bord? C'est là finalement où l'intervention du commissaire aux comptes va pouvoir apporter à l'entreprise un éclairage et des recommandations quant à la structuration de son process. Dans la poursuite finalement de cette dynamique, se pose la question de l'appréciation de ce qui est en place et de l'identification des points positifs et des points négatifs, de la performance qui gravite autour de ce cycle. Donc, au titre de ce guide, vous sont proposés finalement des exemples de bonnes pratiques où je pense qu'on peut avancer d'une slide. Voilà. Des exemples de KPI, peut-on parler normalement, s'il vous plaît? Alors, par KPI, on entend indicateur clé. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, alors oui, c'est vrai que n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. L'objectif, c'est de pouvoir y répondre de la manière la plus fluide possible pour ne pas vous laisser finalement dans une zone d'inconfort ou d'incertitude quant à la présentation qui est réalisée. Donc, si vous préférez, je peux parler d'indicateurs clés plus que de KPI, si c'est plus clair pour tout le monde. Donc, au niveau de ces... Merci pour la traduction anglophone. Au niveau de ces indicateurs clés ou KPI, finalement, l'objectif et du process, c'est d'identifier donc les points forts, les points faibles. C'est ce qui permettra de construire la réflexion et l'audit du commissaire aux comptes, tout en apportant un potentiel de recommandation sur les différentes thématiques. Donc, on va retrouver au niveau des rapprochements, donc la précision et la rapidité des rapprochements bancaires. Sur les points négatifs, ça va être une occurrence forte d'erreurs au niveau de ces rapprochements. Concernant les frais bancaires, s'il y a une approche particulière qui est concentrée dessus, est-ce que l'entreprise vise par cette approche à réduire son coût bancaire? Quels sont les contrôles mis en place? Est-ce que ces contrôles sont trop complexes? Ce qui pourrait nuire finalement à la compréhension de ce qui est fait sur cette dynamique-là. Concernant les tableaux de bord, là encore, l'enjeu du tableau de bord, finalement, c'est l'optimisation. L'optimisation de la performance du cycle et de la gestion de ce cycle.
Donc, isoler des indicateurs clés, c'est une chose, mais encore faut-il que ce tableau de bord reste accessible aux principaux interlocuteurs qui y seront confrontés, et donc éviter de rentrer dans une dynamique trop complexe, que ce soit au niveau de la construction du tableau de bord ou au niveau de sa maintenance et de sa mise à jour. Autre point concernant la gestion des financements, qui est un élément clé finalement en matière de trésorerie pour les entreprises, notamment en matière d'investissement, il y a l'optimisation des coûts associés à ces investissements. Là aussi, ça va être la capacité d'identifier les mécanismes au sein de l'organisation du SI et des process comptables associés qui permettent d'optimiser ces coûts financiers. Et les points négatifs qui pourraient être relevés, finalement, ce sont tous les risques de fluctuation des taux d'intérêt. Est-ce que ces risques sont pris en compte ou non? Et donc, vous voyez qu'au travers de ces points positifs et de ces points négatifs, se dégage finalement un ensemble d'indicateurs clés qui seront intéressants de remonter aux différents clients pour leur permettre finalement de prendre connaissance de ces enjeux et de se positionner face à ça et vous d'émettre une opinion et un avis sur ce qui a été mis en place. Vous avez proposé également au titre de ce guide, en réponse finalement à ces points positifs, points négatifs et à ces indicateurs clés, une matrice des risques. Donc là encore répartie selon les différentes catégories. On retrouvera donc des propos. Alors j'insiste sur les contrôles clés, ce sont des propositions de contrôle clés. L'objectif est de vous aiguiller dans une dynamique de contrôle, de vous offrir une base de travail, à charge après, à vous, dans l'utilisation du guide, d'approfondir ces contrôles et finalement de les adapter à la structure que vous rencontrez. Donc, si on se positionne sur la révision et les positions de trésorerie, ça sera finalement le contrôle clé, c'est quel suivi est mis en place. Et le risque, ça serait des erreurs de position. Vous comprenez bien que cet élément-là est à mettre en lien avec des rapprochements bancaires et en contrôle clé. Quels contrôles sont faits sur ces rapprochements? Est-ce qu'il y a des erreurs? Et on peut les redescendre au fur et à mesure de cette manière-là. Le tableau de bord, lui, se concentrant exclusivement sur l'identification et la définition des indicateurs clés retenus ou KPI, pour rebondir sur cette logique. Se poursuit une proposition donc par élément de maîtrise et des risques identifiés. On vous propose en fait, au titre du guide, un ensemble d'indicateurs clés, donc répartis à chaque fois, vous le voyez, selon le même schéma, donc par différents cycles. Donc on retrouvera le taux de conformité des positions par rapport aux informations, le délai de révision de ces positions, le taux de conformité donc par rapport aux frais bancaires, le taux de conformité de ces frais et le coût moyen de ces frais. Donc par taux de conformité, on entend si l'entreprise se positionne dans une dynamique d'optimisation et d'anticipation de ses frais. Ce taux de conformité, finalement, c'est le rapprochement entre ce qui a été anticipé ou budgété et la réalité économique pour l'entreprise de ses frais. Concernant les rapprochements bancaires, donc on sera sur le taux de rapprochement correct et le délai moyen pour réaliser ces rapprochements. Est-ce qu'on est plutôt sur un rapprochement journalier, hebdomadaire, mensuel, et ainsi de suite. Concernant la gestion des financements, donc là, on sera sur un taux de conformité des financements. Donc, est-ce que finalement, ce qui avait été budgété a été retenu par la mise en œuvre finalement et le déblocage de ces financements? Et sur une analyse après à portée plus large, finalement, le coût moyen de ces financements pour l'entreprise. Et enfin, sur les tableaux de bord, l'enjeu finalement sera d'analyser la construction du tableau de bord en lui-même et de se positionner sur le nombre d'indicateurs clés qui est retenu, parce que là encore, donc on en revient sur les slides précédentes, où la principale zone de risque, finalement, c'est la complexité de ces tableaux de bord. Donc, vous comprendrez bien qu'un tableau de bord qui va intégrer un nombre trop important d'informations dites clés ne permet plus à l'utilisateur de s'y retrouver.
Donc finalement, ça sera d'apporter un éclairage sur les indicateurs qui sont les plus importants et à mettre en valeur plutôt que de réaliser un tableau de bord qui présentera pêle-mêle un nombre trop conséquent d'indicateurs. Et enfin, une matrice de maturité de ce process qui servira de base finalement à l'opinion du commissaire aux comptes sur la maturité de la performance comptable du cycle audité. Donc ces matrices sont réparties par cycle, vous allez retrouver la même construction. La matrice présentera donc l'étape qui est auditée, l'indicateur, ou les indicateurs clés qui seront retenus, donc que ce soit ceux prévus par le guide ou des indicateurs que vous aurez vous-même lors de vos travaux ajoutés à votre analyse, un niveau de maturité avec une note finalement de 1 à 5, et enfin des propositions de questions et de questionnements à déployer lors d'entretiens avec les différents prestataires pour l'évaluation de la maturité du cycle visé. Est-ce qu'il y a des questions peut-être au niveau de la construction générale de ce guide ou même uniquement sur ce cycle? Non, je n'ai pas l'impression. Alors, n'hésitez pas. Le but, en fait, ça va être aussi d'échanger. Alors, on a essayé d'aller assez vite sur le départ pourquoi? Pour essayer de faire un focus un peu plus important sur les deux pans en fait, que l'on voulait regarder aujourd'hui, qui étaient finalement la trésorerie et le système d'information. En réalité, on a repris donc tout ce qui était les informations qui étaient fournies dans le premier guide de la performance comptable. On a redéfini un petit peu chacun des process clés. Le support de formation sera distribué juste après. En fait, on a essayé de redistribuer un petit peu tous ces 11 process clés. On les a divisés en sous-process. Et l'idée, c'est là encore, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer d'identifier ce qui est le plus pertinent pour vos clients pour ensuite aller les voir et proposer des missions de diagnostic. Là encore, on a essayé d'être le plus large possible. Donc, on ne peut pas être le plus juste pour tout le monde. Mais les deux fascicules, en fait, ont été construits dans ce sens-là. Le but est d'aider tout le monde. Le premier qui est finalement de parler de tout ce qui est de performance comptable et la manière dont on peut gérer une mission, ce qu'on attend en fait d'une performance comptable, comment on la définit. Et la deuxième, c'est plus comment finalement vous faites votre mission quotidienne. C'est un peu l'idée. Si on n'a pas de questions, on peut enchaîner sur la partie système d'information. En réalité, procédure système d'information de gestion. Alors, le premier point, en fait, quand on entend système d'information de gestion, c'est de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un système d'information de gestion ?» Pourquoi je pose cette question? Parce que bien souvent, il arrive que je parle avec des auditeurs ou des commissaires aux comptes et souvent, on me dit « c'est l'IT, c'est l'IT, c'est l'IT ». Donc, on n'y touche pas. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un système d'information de gestion? C'est quoi? C'est finalement, certes, les logiciels et la partie hardware, la partie matérielle en fait informatique, mais il y a aussi toute la notion d'utilisateur, de personne, hein. Donc tout l'aspect finalement contrôle interne appliqué à l'informatique, au système d'information de la société. Donc c'est vraiment tout cet ensemble que l'on considère comme un système d'information. Il faut bien l'avoir en tête, et c'est un petit peu aussi pourquoi on parle aussi de performance comptable. On va essayer de regarder un petit peu tous les tenants et les aboutissants en fait de la globalité, de la big picture en fait de la société. Alors, les objectifs, quels sont-ils? L'idée, c'est de vous en proposer en fait 6. Alors, on passe par le contrôle des dépenses. Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle des dépenses? C'est tout simplement quel est le budget de l'IT par rapport au chiffre d'affaires, quel est le budget de l'IT par rapport au nombre d'utilisateurs, est-ce que c'est cohérent avec l'activité, est-ce que ce n'est pas cohérent avec l'activité? L'idée, ça va être là, ça va être de vous proposer en fait quelques petites pistes de réflexion pour vous dire est-ce que oui ou non il y a un sujet sur la société que j'audite. Et en plus de ça, l'avantage c'est que si vous mettez en place ce type de mission, ça va vous donner aussi, alors soit du confort ou à l'inverse,
une absence de confort, mais où vous allez pouvoir aller un peu plus dans le détail sur le contrôle interne de la société et avoir finalement, avec votre esprit critique, un recul bien plus important sur les comptes dans leur ensemble. Donc, on a la partie pilotage. Donc, pilotage, qu'est-ce que c'est? C'est quel est l'aspect, quel est l'effectif informatique? Pourquoi on parle d'effectif? Parce que, tout simplement, est-ce qu'il est cohérent d'avoir 3 personnes de l'IT pour une société qui fait 150 millions, 200 millions ou même 80 millions de chiffre d'affaires? L'idée, ça va être encore de réfléchir, de vous donner en fait des pistes de réflexion. Et on a aussi l'aspect, est-ce que oui ou non, on utilise, quel est le recours en fait aux prestataires informatiques? Est-ce qu'on externalise toute la partie IT ou non? Quel est le risque? Quel est l'enjeu pour la société? Est-ce que c'est un enjeu stratégique? Oui ou non? On a ensuite l'aspect, un peu l'objectif de maîtrise risque cyber, parce que bon, là encore, on suit tous les actualités. Tous les mois, toutes les semaines, il y a une société qui se fait pirater et on a nos données personnelles qui sont dans la nature. Ça devient un enjeu un petit peu pour tout le monde. Donc, on essaie quand même à minima de se former, d'informer le client et de s'imprégner de toute cette culture-là. Ça passe par quel KPI? Ça passe tout simplement sur de la partie KPI pour indicateur clé. On y va. On peut parler en français, il n'y a pas de sujet. On est sur la partie supervision du parc. En fait, c'est la supervision globale, comment on gère en fait tout son parc informatique. On a en fait la partie nombre d'utilisateurs, combien il y a d'utilisateurs, est-ce que c'est cohérent, là encore, avec la partie budgétaire, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y aurait en fait une complète déconnexion de l'ensemble? Est-ce que finalement on a une obsolescence en fait des outils? Quel est l'âge moyen en fait, un petit peu de tous nos serveurs, de toutes ces informations-là pour savoir si, in fine, il y aurait un problème que l'on peut détecter assez rapidement. L'idée, là encore, c'est pas d'être spécialiste sur la partie cyber. On ne l'est pas, il y aura toujours des gens plus compétents que nous. L'idée, c'est quoi? C'est en fait finalement d'arriver, d'avoir une connaissance globale sur l'activité de nos clients et des connaissances un peu plus élargies sur un certain nombre de domaines. Donc, on y va et on peut proposer ce type de mission. Là encore, on a quelque chose sur lequel j'affectionne, mais c'est la partie gestion efficace de la donnée. C'est finalement comment on utilise sa donnée, comment on la gouverne, comment on gère ses reporting, comment on rafraîchit, quel est le taux de rafraîchissement de la donnée, comment finalement, quels sont les indicateurs clés qu'on définit. Est-ce que ces indicateurs clés sont finalement en cohérence avec l'activité du client? Est-ce que finalement, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que commissaire aux comptes, on pourrait mettre en place d'autres indicateurs qui seraient pertinents soit pour nous, en tant que commissaire aux comptes, ou même pour le client, finalement, parce que généralement, les deux sont liés. Si on juge l'indicateur comme pertinent, généralement, le client va le juger pertinent. Il y a très peu de décorrélation souvent à ce niveau-là. Et après, on a finalement la partie efficacité opérationnelle de l'ensemble. Donc, toute la partie calcul du retour sur investissement, la partie de disponibilité de la donnée. Est-ce qu'elle est tout le temps accessible, oui ou non? On a la partie gestion en fait de toute la partie incident. Quel est le taux de résolution? Quel est le taux d'erreur? Le taux d'erreur sur l'intégration de la donnée. Est-ce que finalement, lorsqu'un système s'intègre dans un autre, est-ce qu'il y a une fois sur deux, 50% du temps, un rejet qui existe? Oui, non. Est-ce qu'il y a plusieurs sources d'entrée qui entrent? Finalement, plus on a de sources d'entrée, plus on a un pourcentage d'erreur ou d'omission d'informations. C'est toutes ces informations-là, en fait, tous ces indicateurs qu'on vous propose un petit peu de réfléchir et de maîtriser pour ensuite les communiquer avec vos clients et essayer d'améliorer un peu l'ensemble du contrôle interne. Et on vous propose après, dans un second temps, la partie infrastructure, un petit peu, c'est toute la partie infrastructure et outillage qui permet un petit peu d'appuyer tous les objectifs. Donc, en fait, on a bien évidemment la partie système d'information, tout ce qui est intégré, parce que ça permet déjà de restreindre un certain nombre de risques. On a la partie fiabilisation et optimisation des flux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des SaaS, c'est beaucoup plus simple en fait de gérer et on a souvent des workflows de validation. Donc, ça permet d'avoir un confort un peu plus important lorsqu'on arrive à le fiabiliser. Cette partie, moi, sur nous, notre aspect un peu contrôle interne lors de la phase d'intérim. On a l'aspect base de données et business intelligence. Pourquoi? Parce qu'on le voit, plus le client maîtrise sa donnée, plus finalement, il va avoir tendance
à nous l'ouvrir. Et donc, finalement, s'il nous ouvre ces données, on peut commencer à arriver sur tout ce qui est data-driven approach, toute l'approche data, et on peut commencer, en fait, tout simplement à avoir une approche où on rentre, on va se connecter directement au système pour aller cruncher, pour aller finalement effectuer des tests de cohérence sur ces derniers. Et là, on devient encore plus pertinent pour l'activité. Et in fine, si on est pertinent, on est plus pertinent avec l'activité, bah, on devient plus pertinent sur les comptes annuels, tout simplement. Et après, bah, c'est dans la tendance, c'est la partie digitalisation. Sur la slide suivante, on a voulu un petit peu illustrer tout ce qui était risque IT et en fait levier de performance. Donc, on a quoi? On a la partie risque financier. Sur la partie risque financier, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est tout simplement les coûts de dépenses, les coûts des projets, le coût en fait du service. Comment on les évalue? Comment est-ce qu'il y a un risque que ça explose? Est-ce qu'il y a un risque finalement de coût infondé? Parce qu'on le sait, il y a toujours une problématique, là encore, on arrive juste en dessous, mais la partie fraude, mais il y a toujours une problématique sur comment on valorise, comment on s'assure que la prestation informatique vaut ce prix-là. Il y a tout un sujet en fait sur ça et on le voit toujours. Finalement, l'informatique coûte cher et c'est compliqué de s'appuyer sur la facture en tant que telle. On a quoi? On a la partie humain-fraude, mais ça passe par, en fait, tout simplement la formation, comment sont formés les utilisateurs. Est-ce que finalement, ils ont une problématique de compétences et donc ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire? Est-ce que finalement, ils ne maîtrisent pas leur système d'information? Et donc, on peut faire un peu tout et n'importe quoi dans le système. On l'a vu, il y a eu quelques petites affaires où, en fait, il y a eu des détournements de fonds. Souvent, c'est le fameux comptable, mais on peut avoir la trésorière ou tout simplement une personne qui a un accès un peu privilégié. Donc, tout simplement, elle a un accès que peu de personnes ont. Bon, naturellement, elle va pouvoir faire plus de choses. Donc, il faut toujours regarder sous cet aspect qui a accès à quoi, comment c'est géré, est-ce qu'il y a une supervision, comment sont gérées toutes ces informations-là. On a la partie technique. La partie technique, c'est quoi? C'est comment sont supervisés l'ensemble des postes. On le voit encore récemment, il y a souvent des failles de sécurité. La partie faille de sécurité, comment ça se traite? En fait, tout simplement, on essaie de voir s'il y a des KPI de mise à jour des informations. Les mises à jour de logiciels, voir si au moins il y a quelqu'un qui suit cette information-là. Est-ce qu'il y a des routines qui sont engagées? Il n'y a aucune routine, mais c'est plein de petits aspects un petit peu de cette manière-là. Et on a tout simplement le rafraîchissement des informations, en fait, que la supervision de l'ensemble des éléments. On a ensuite la partie cyberattaque, sécurité. C'est quoi? Ça passe aussi par finalement sensibilisation un peu de tout le monde, collaboration après avec les instituts, les formations de ce qu'est en fait une bonne hygiène numérique, en fait, tout simplement, les gestions des mots de passe, gestion des rôles, etc., etc. On a l'aspect où, en fait, ça devient un peu plus une tendance. En fait, on voit qu'il y a de plus en plus de règlements. Sur l'aspect juridique, on a certes, au tout départ, depuis déjà un certain moment, on a l'aspect RGPD, mais on a aussi l'aspect, on n'a pas parlé, mais on a la partie des recommandations de l'AFA sur les contrôles comptables. Généralement, les contrôles comptables sur la partie loi Sapin 2, c'est souvent des contrôles qui sont informatisés. Donc, tout cet aspect-là, il faut un petit peu prendre connaissance, regarder un petit peu quels sont tous les risques et voir ce qu'on peut gérer. Et après, on a mis tout simplement la partie image parce qu'il est toujours un petit peu étrange de voir son client faire la une de la presse parce qu'il s'est fait attaquer, parce que finalement son système est down, parce que les données de ses clients ont été rendues publiques. Et juste après, en fait, c'est ce qu'on vous a mis, les leviers de performance, mais ça, j'en ai parlé un peu plus en détail à chaque fois, tout simplement. Donc, si on reprend, en fait, tout simplement, c'est la sensibilisation. Alors là encore, on rejoint un petit peu toujours la même chose, c'est quels sont les tableaux de bord, quels sont les indicateurs clés, comment finalement la société gère cette information, comment elle le gère, est-ce qu'il y a un sujet particulier sur ces éléments. Sur la slide suivante, en fait, c'est un petit peu la même chose. On a redécomposé un petit peu les 4 sous-process un petit peu de la partie système d'information, d'accord? Et on essaye un petit peu de se questionner, de vous proposer des axes de réflexion.
L'idée, c'est quand on parle de stratégie du système d'information, bien évidemment, la première chose qu'on regarde, c'est l'aspect gouvernance, l'aspect finalement alignement stratégique. Est-ce que finalement l'informatique de la société est cohérente avec l'activité, le volume d'activité de la société, ou tout simplement est-ce que c'est complètement décorrélé, le DAF n'en a rien à faire, ou le président, et à la fin, on va avoir un moment de blocage, tout simplement. Est-ce que tout ça est mis à jour ou autre? Alors, normalement, vous arrivez, je pense, à lire, nous, on arrive à rien lire. Donc, on a après la partie résolution, de toute la partie gestion de projet. La partie gestion de projet, en fait, tout simplement, c'est pour... alors, c'est une image assez souvent qui est parlante, c'est comment sont gérés les projets informatiques. C'est tout simplement pour éviter... c'est pour savoir qui est dans le comité de pilotage des projets, qui a la main, qui fait, pour éviter que finalement on a toujours, vous savez, on a toujours cette image du chantier où en fait il y a 4 personnes autour du gars qui est en train de travailler. C'est souvent l'image qu'on a, elle est souvent vraie malheureusement, mais tout ça en fait en réalité, c'est que c'est toujours le cas dans les sociétés. Et in fine, quand on arrive et qu'on remonte ces points-là, c'est toujours, ça peut toujours être bien pris ou mal pris, ça dépend, mais concrètement, c'est toujours des indicateurs qui sont pertinents à regarder, voir si finalement il n'y a pas, tout simplement il y a un changement d'outil de paie, est-ce que le responsable de paie est intégré, est-ce que le responsable comptable qui finalement va accueillir la donnée de la paie est aussi dans le process pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique sur les différentes intégrations, les flux comptables derrière. Il y a tout un ensemble en fait où finalement vous êtes un peu nous sommes un peu les gardiens un peu pas du temple, mais de la cohérence d'ensemble. On a une grande maîtrise finalement de tous les process, et plus une société est grande, plus finalement on découpe les activités des sociétés, les sous-activités. Donc on a de moins en moins de personnes qui arrivent à voir la grande image de l'activité au global. Donc c'est notre avantage à nous et il faut l'utiliser. On a quoi après? On a la partie gestion, la sécurisation des données. C'est quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par tout simplement comment la société se protège, comment elle sécurise toutes ces données. Et ça passe par quels sont les logiciels qu'elle utilise, est-ce qu'elle le sous-traite, est-ce qu'il y a à faire un prestataire, comment elle supervise tout ça, comment c'est géré, comment c'est revu. Et tout simplement, il y a certains moments où il n'y a même pas de responsable système de... le responsable système d'info, donc en fait responsable sécurité. Donc en fait, il va y avoir des moments où en fait, tout simplement, on voit que la société, elle grossit, mais elle ne s'équipe pas sur la partie IT, et en fait, finalement, il y aura un petit moment où ça va cracher, et bon, c'est l'aspect un peu négatif, et ça fait aussi, ça fait partie de alors pas de notre devoir, mais au moins de notre rôle de prévenir la direction en cas de tout simplement de décrochage de certains aspects. Et après, on vous a mis tout simplement la partie tableau de bord. Les tableaux de bord, c'est quoi? C'est le suivi des indicateurs clés, c'est l'analyse de la performance au global. C'est tout simplement, généralement, vous les voyez. Alors, c'est quand on arrive sur la partie informatique, on a tout simplement les gros KPI, gestion des incidents, taux de traitement des résolutions, taux de résolution des incidents, minutes, les minutes, le temps de traitement de l'information en première instance. Toutes ces informations, en fait, elles sont assez pertinentes. Pourquoi elles sont pertinentes? Parce qu'en fait, ça permet de savoir si, au cours de la période, il y a eu des problèmes particuliers. Et ensuite, après, on a tout simplement sur la partie, on revient un peu sur la même chose, sur la partie points positifs, points négatifs influençant la performance du processus comptable. Et là, on redescend un tout petit peu ce qu'on disait sur les points négatifs et les points positifs. On a la partie, les points positifs qui sont un bon alignement. On a la partie adaptabilité après et l'amélioration continue. On a tout simplement la bonne gestion de ces données sensibles. Est-ce qu'il y a un DPO? Est-ce que le DPO, finalement, communique avec le RSSI? Est-ce que finalement, lorsqu'il y a des migrations, des changements d'outils, est-ce que le DPO, en fait, communique bien entre eux? Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a, comme je pense vous le savez, mais on a cet aspect respect privacy by design, en fait, l'évolution
tout cet aspect RGPD qu'il faut intégrer dans tout le process. Donc, il faut un petit peu regarder tous ces aspects. On a la complexité, bien évidemment, de toute la partie optimisation, création, maintenance du parc informatique. Et ensuite, on a finalement la partie matrice des risques au global. Là encore, c'est un petit peu la même chose. On vous redescend les informations, quels sont les contrôles clés, quels sont les risques que l'on peut identifier en tant que tel. Alors, le choix qui a été pris ici pour ce webinaire, c'est lequel? C'était juste de faire un petit focus sur la partie gestion et sécurisation du SI, parce que c'est toujours le petit côté, comment dirais-je, d'actualité. Et c'est toujours un petit côté sensible. Et généralement, lorsqu'on veut vendre des missions d'IT, le plus simple, c'est de parler de la sécurité du système d'information dirigeant, lui dire qu'il y a des failles et qu'il y a des manières dont on peut avoir accès à sa donnée de manière très facile. Et là, tout de suite, il est beaucoup plus à l'écoute. Donc, vous avez en fait toute la partie sur la partie gestion sécurisation du SI. On vous a identifié plein de risques divers et variés. On a essayé de mettre plein de KPI. Là encore, il y a à boire et à manger. Faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, quand on parle de gestion sécurisation des SI, on parle de quoi? On parle d'interfaçage. On parle principalement de gestion des users, gestion des rôles et des habilitations de chacun. Et on parle bien évidemment de la partie fiabilisation de la donnée. Fiabilisation de la donnée, j'ai mis PAF pour piste d'audit fiable. Et ensuite, lorsqu'on parle de données, on parle de gouvernance de données. Et généralement, il y a souvent un triptyque, un acronyme qui est la partie CIA, qui est pour la confidentialité et l'intégrité. Généralement, on dit le A, c'est la disponibilité parce que c'est accessibility en anglais. Là, je vous l'ai mis en français, il n'y a pas de sujet. Mais une fois qu'on valide toute cette partie-là, en fait, finalement, on a un plus grand confort, que ce soit pour la société en elle-même, mais même pour nous, nos propres dossiers de travail. Et ça passe par quoi? Ça passe par, là encore, des petits KPI standards. On passe par de la réduction de failles, sur de la mesure, en fait, comment on mesure cette performance technique. C'est quels sont les taux d'erreur, quels sont les taux de panne, quels sont les postes, en fait qui sont suivis, quel est le parc complet informatique, quels sont les patchs applicatifs qui sont installés. Alors là, on est un peu dans le technique, mais tout simplement, c'est pour savoir si finalement les PC de la société tournent sur Windows XP. Là encore, on peut sourire, mais jusqu'à peu encore, il y a beaucoup de sociétés, alors souvent dans le public en plus, qui tournent sous des systèmes d'exploitation très, très anciens et très obscurs. Donc, c'est tout un ensemble. Et voilà, après, on a la partie, bien évidemment, gestion des habilitations. Gestion des habilitations, en fait, qu'est-ce qu'on entend par gestion des habilitations? On parle tout simplement de nombre de comptes. Est-ce que finalement, le nombre de comptes qui est ouvert est cohérent avec l'effectif de la société? Est-ce qu'il y a un rapprochement qui est fait? Est-ce que finalement, c'est en lien avec l'activité de chacun? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment c'est géré? Quel est le pourcentage de nombre de comptes génériques? Qu'est-ce qu'un compte générique? C'est tout simplement le fameux admin. C'est tout simplement le compta, CAC, tous ces petits comptes que l'on connaît bien évidemment. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu combien en sont gérés, quelles sont les connexions sur chacun, et de regarder un petit peu pour essayer de minimiser un maximum le risque afférent aux habilitations et aux droits que cela ouvre. Ensuite, on a quoi? On a sur la partie, bien évidemment, la partie réglementation. La partie réglementation, souvent, ça passe par quoi? Par formation, tout simplement. Quel est le niveau de formation? Quel est le budget de formation et de veille, en fait, finalement, qu'on applique à l'IT ou à tous les responsables? On revient toujours à la même chose. Si finalement, les personnes ne sont pas formées, alors soit on peut avoir finalement une fraude un peu plus globale, soit tout simplement on ne doit pas se mettre en conformité avec la loi ou même tout simplement avec les différentes problématiques IT et cyber. On l'a vu encore tout récemment, Fortinet a eu un petit problème sur l'un de ses applicatifs. Ensuite, on a quoi? On a tout simplement la suivi des incidents. Là encore, on en a un peu parlé, mais l'idée, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe, comment sont gérés les incidents. Là encore, on ne l'a pas intégré, mais vous avez la partie intégration, parce que quand on parle de fiabilisation des données, vous avez tout simplement
quel est le taux d'intégration des écritures du CRM qui vont dans la comptabilité, quel est le pourcentage de rejet. Et en plus de ça, après, vous avez les différents KPI qui sont directement dans le CRM, parce que souvent, il y a tout un process de validation de la facture et du bon à payer maintenant, puisqu'on va rentrer dans la partie facturation électronique. Donc, qui dit facturation électronique dit bien souvent, on va essayer de moderniser, de digitaliser l'ensemble. Donc, on va recréer tout un process à l'intérieur, soit du PDP ou soit de l'ERP qui va ensuite se connecter. Mais l'idée, ça va être de plus en plus d'informatiser tout ça. Donc, c'est le moment, il faut un petit peu se lancer, créer des petits KPI, voir avec les clients comment ils vont gérer ça, quelles sont, eux, leurs manières de gérer le contrôle interne de leur société. Ensuite, on arrive sur l'exemple cœur que l'on avait, puisqu'on a parlé de cyber attaque, on a parlé de sécurité, et là, on rentre dans la petite slide assez sympa où on essaie de rappeler comment se passe en fait finalement une cyberattaque. En fait, comment ça se passe? C'est tout simple. Pour être honnête, on a souvent eu, alors je dirais pas régulièrement, mais tous les 2-3 ans, on a quand même des clients qui peuvent se faire attaquer de mon côté, dans mon portefeuille. Et en fait, comment ça se passe? C'est toujours un petit peu la même chose. C'est une fois que l'intrusion a eu lieu, c'est combien de temps ils ont mis pour se rendre compte de l'intrusion. Ça passe souvent, généralement, c'est du ransomware, donc ils s'en rendent compte en fait tout simplement lorsque la personne a décidé d'activer son logiciel. Donc en fait, concrètement, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Et ça va être un petit peu de comment on réagit par rapport à ça, comment on va limiter l'impact, comment on va essayer d'évaluer le nombre de serveurs qui sont touchés, l'impact réel que cela va avoir. Après, on va essayer de regarder un petit peu, là encore, c'est le schéma un peu standard, on va essayer de communiquer de manière interne et externe, mais ça s'anticipe tout ça. Pourquoi? Parce qu'on le voit encore récemment, la partie communication, alors interne est souvent désastreuse, mais externe l'est encore plus. Notamment, là encore, on a les exemples de divulgation de la donnée personnelle. On a toute une fioriture comme ça de sociétés qui n'ont pas su bien communiquer, donc ils vont réfuter dans un premier temps avant d'accepter platement le fait qu'ils se sont fait ouvrir leur système. On a après la partie purement analyse de l'incident, comment ça s'est passé, comment ça a été géré, et après tout simplement la phase de remédiation qui est comment on revient en arrière, comment on rétablit en fait l'activité de la société qui passe en fait après tout simplement par la reprise d'activité. Et en fait, toute cette partie-là, on vous a mis juste en dessous. Quels sont les points qui permettent d'anticiper? Alors, on n'anticipe pas vraiment une cyberattaque, mais qui permet de minimiser un petit peu l'impact que cela a. On passe par de la sécurisation proactive, comment se gérer. Est-ce qu'ils sont sur tout simplement un antivirus? Est-ce qu'il y a un EDR? Comment c'est géré? Comment ils ont identifié toutes les données qu'ils traitent eux? Est-ce que finalement ils ont une bonne gouvernance de leurs données, ou alors c'est un petit peu n'importe quoi et ils ne savent même pas ce qui est dans leur propre base de données? On a toute la partie, est-ce que ou non ils ont un PRA, comment il est géré? Est-ce que finalement il y a des KPI qui ont été donnés, on parle souvent de délai de restauration de la donnée et autres. On a la partie politique de gestion des rôles, comment ça a été géré, quels ont été les indicateurs clés qui ont été donnés, la partie des logs. Est-ce que finalement il y a des logs pour des contrôles des logs, c'est-à-dire est-ce que concrètement au bout de 60 jours, au bout de 90 jours, au bout de 30 jours, il y a des alertes qui sont données pour dire attention, cette personne-là ne se connecte jamais, elle s'est connectée, ou alors à l'inverse, cette personne-là ne s'est pas connectée depuis plus de 30 jours, il y a peut-être un sujet de ce côté-là. Et après, on a tout simplement la cartographie. Ça paraît tout simple, mais bien souvent dans les sociétés, elles n'ont pas une cartographie complète. Souvent, c'est des mini-cartographies, une par service un petit peu, ou alors une par pseudo-activité qu'elles ont. Et après, en fait, reconstituer l'ensemble, c'est toujours un petit peu compliqué pour tout le monde. Et ça passe en fait tout simplement par une cartographie un peu proactive, alors qu'elle soit faite avec le commissaire aux comptes ou alors avec eux en interne, mais on peut être là pour un petit peu les accompagner. Et après, on arrive tout simplement
Je répondrai juste à la question juste après. Je termine quand même sur la partie de matrice de maturité et de ces process. Là encore, c'est tout simplement la stratégie. On reprend un petit peu les étapes, on redonne un petit peu les indicateurs. Et tout simplement, c'est juste pour vous donner un petit template de restitution client avec un petit niveau de maturité. Alors, c'est de 1 à 5, mais en réalité, on s'en moque. Ça peut être bien, pas bien, très bien. Enfin, généralement, il y a souvent trois niveaux, 3-4 niveaux qui sont donnés. On est dans les très bonnes pratiques, on est sur un risque limité, on est sur un risque modéré, risque élevé. Là encore, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. Et après, on vous a posé une question sur l'évaluation en fait de la maturité du système d'information. Alors, sur la partie moyenne en fait que cela prend, c'est une bonne question finalement. Est-ce que tu as un avis dessus ou pas? En fait, ça va dépendre de comment vous intégrez finalement cet audit de la performance du système dans vos travaux. Est-ce que c'est une mission à part entière? Dans ces cas-là, ça va dépendre de ce que vous ciblez. Est-ce que vous ciblez un processus? Est-ce que l'objectif, c'est de redescendre tous les processus de l'entreprise? Donc, en fait, on a vraiment une durée de mission qui se construit autour de qu'est-ce que je vais chercher à auditer. Si maintenant, vous l'intégrez dans la mission du commissaire aux comptes, c'est des enjeux à ramener en fait au fur et à mesure de vos intérims. Très clairement, l'objectif finalement de ces guides, c'est aussi de changer la vision qu'on a du commissaire aux comptes et d'apporter, j'ai envie de dire, une nouvelle corde à notre arc en montrant qu'on s'adapte à l'évolution des systèmes, on s'adapte à l'évolution du métier et on est capable d'apporter à l'entreprise un regard et une vue critique sur son fonctionnement en interne et sur la qualité de l'information qu'elle va nous produire a posteriori pour nos travaux d'audit. Et c'est vraiment là-dessus. Donc, en fait, vous donnez un temps estimé pour une mission, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous visez. Auditer un process, ça peut prendre, en fonction de la taille du process, entre une journée sur une PME, j'ai envie de dire assez simpliste, jusqu'à des semaines sur des groupes excessivement intégrés, où justement, on a, comme ça a été souligné par Benjamin, des cartographies parcellaires, il faut reconstituer de l'information, il faut réaliser des entretiens. Donc, ça va vraiment dépendre de votre client, ça va dépendre de ce que vous visez, et comme dit, c'est quelque chose à construire de cette manière avec le client. En fait, en réalité, il n'y a pas de délai, en fait. À proprement dit, pourquoi? Parce que finalement, c'est un peu une mission à la carte. Ça va dépendre aussi de ce que vous pouvez anticiper et là où, finalement, comment vous vous sentez, là où finalement vous ciblez, vous pensez qu'il y a le plus de risques et d'enjeux. Et c'est à vous de construire aussi la mission avec votre client et de piocher en fait à l'intérieur de ces guides et de voir que finalement, par exemple, si on reprend la partie trésorerie, on a distillé à peu près 5-6 sous-process, mais potentiellement, les 5-6 ne conviendront pas en fait à la société ou alors finalement, il n'y a pas d'enjeu spécifique. Donc finalement, vous allez vous concentrer sur 2-3. Et ça passe par quoi? Ça va passer par, tout simplement, déjà dans un premier temps, c'est la phase d'entretien et ça, on l'a tous un peu à l'intérim, mais juste par la partie intérim, vous pouvez commencer à rentrer dedans. Et en fait, vous commencez à interroger les clients et autres, comme ça, vous pouvez reprendre de plus en plus. On enchaîne un petit peu. Ça tombe bien, c'est la fin de la formation un petit peu. Donc, on va continuer un petit peu les questions, mais l'idée, c'est de se dire que, en fait, juste en commençant par l'intérim, commencer à poser des questions et autres, soulever des points. Des points qui peuvent être corrélés avec ce guide-là, vous pouvez après directement proposer une mission de diagnostic bien plus globale. Et là encore, vous pouvez aller, alors ça va dépendre si vous voulez viser les 11 process. Bonne chance. Mais l'idée, c'est d'aller, en fait, on a un mandat de 6 ans, là encore, on le rappelle. L'idée, c'est d'aller piocher au fur et à mesure, un peu tous les ans, sur 1 ou 2 process un peu clés et de finalement de dérouler chaque année un petit peu quelque chose un petit peu en plus. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voulait juste... Alors, on va continuer les questions, mais on avait juste la toute petite fin qui était une petite slide qui permettait de faire un peu de publicité, je crois. C'est ça. En fait, tout simplement, sur la partie tout ce qui est système d'information, il y a tout un cursus qui est proposé avec Dauphine, en fait,
et qui tend en fait sur ces aspects-là, sur la partie un peu système d'information, sur la partie IT, sur la partie contrôle généraux, sur la partie risque au global, comment finalement on peut être auditeur, mais avoir en fait une appétence sur la partie IT. Et en fait, c'est tout simplement, Dauphine propose en réalité propose un bloc qui est composé de trois diplômes, qui sont la certification, le diplôme universitaire et l'executive master. Et on vous rappelle bien évidemment que la prochaine rentrée, c'est en janvier 2026. Donc, si vous voulez, et si vous êtes familier un petit peu, si vous avez une appétence particulière sur ces sujets, n'hésitez pas à bénéficier de cette formation qui est plutôt intéressante et qui est faite par des personnes brillantes, même. Et on va reprendre peut-être une ou deux questions et après on va continuer, on va clôturer la formation puisqu'il est déjà 18h. Alors on a bien évidemment, on a recensé les questions, on va vous répondre au fur et à mesure, mais c'est pour éviter de bloquer tout le monde ici. Je veux bien juste rebondir sur une question. Alors, il y a deux questions en fait qui se répondent, hein. C'est quelle est la limite avec une mission de conseil et au niveau de l'immixtion dans la gestion. Il ne faut pas oublier qu'on reste dans une mission d'audit et de diagnostic. L'objectif, ce n'est pas au niveau du conseil de faire avec le client, mais c'est de lui apporter un regard neutre et impartial sur ce qui est mis en place dans la structure. Donc, la frontière, elle est là, en fait. Cette limite, ça se concentre sur un diagnostic et sur la capacité d'apporter après, sur ce diagnostic, des recommandations. Donc, on n'entre pas finalement dans la dynamique conseil où on va accompagner le client dans la réalisation et la mise en œuvre de… On ne décide pas à la place du client. Finalement, c'est comme du contrôle interne que vous faites lors de vos intérims. On a un jugement, on peut diagnostiquer des choses et on émet tout simplement des recommandations. Et c'est au client de décider s'il les met en application et lesquelles il choisit et dans quel délai. Donc, on n'est pas dans une mission dans la gestion. Est-ce qu'il y avait peut-être une autre question à reprendre? Et sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et merci à tous, parce que finalement, vous êtes restés jusqu'à la fin. Peut-être juste une question sur les PME, où la personne se posait la question si c'était pas facile pour une PME. Alors, justement, je pense que l'intérêt principal de cette mission, ce sont les PME, qui, la plupart du temps, se retrouvent un peu démunis face à l'évolution des systèmes d'information et à la nécessité de fiabiliser leur système d'information. Donc, il y a un vrai enjeu sur les PME. Souvent, en plus de ça, les PME, c'est souvent le président qui a construit sa société. Il est bien plus dans l'activité de la société que dans l'aspect administratif. Et c'est là où, concrètement, on va avoir un apport. On a un apport déjà, en réalité, sur l'aspect contrôle interne. Plus ça va et plus on va tendre en fait vers un contrôle interne qui va être informatisé. Et donc, bien évidemment, on va avoir besoin, en fait, nos clients vont avoir besoin un peu de notre expertise à nous et de notre compréhension des flux et des risques. En tout cas, on s'arrête là un petit peu sur les questions. On a un petit peu débordé, mais on va pouvoir. Normalement, Pierre a tout repris, donc on va pouvoir reprendre. On va pouvoir vous envoyer des petits messages. Ne vous inquiétez pas, le support, le replay, tout ça sera disponible. Merci à tous. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Et bonne fin de journée, surtout que nous sommes en plein mi-mai. Je sais que tout le monde est un peu pris et surchargé. Bon courage à tous. Bon courage. Et au revoir. Merci pour cette présentation très dynamique. Benjamin et Jean-Laurent. Rendez-vous dès le 27 pour notre prochain webinaire sur la cybersécurité cette fois-ci. Voilà, merci à tous.